« Maman, je t'en supplie, ce sont toutes mes économies, tu ne peux pas me faire ça !» Julien était là, à genoux, en plein milieu de l'agence du Crédit Maritime de la rue Jeanne d'Arc, les bras serrés autour de ma jambe, comme un enfant en détresse. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage. Ses joues ruisselaient de larmes, ses yeux rouges cherchaient les miens, désespérés, tremblants. Sa voix se brisait à chaque mot. Même les employés s'étaient figés. Le directeur, un homme carré dans son costume bleu, me regardait, visiblement mal à l'aise, sans trop savoir quoi faire. Et moi je ne bougeais pas. Je le regardais sans ciller. Mon cœur battait vite, très vite, mais mes mains ne tremblaient plus. J'étais debout, droite, digne. Il avait 39 ans, mon fils. 39 ans. Et pourtant, il rampait là, sur le sol froid et brillant de la banque, devant les regards gênés des clients du samedi matin. Je me souviens du silence pesant, de l'odeur du vieux bois des guichets, de la lumière blafarde du néon qui bourdonnait au-dessus de nous. Tu crois que c'est un jeu ? C'est 265 000, maman. C'est toute ma vie, tout mon avenir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai simplement répondu, d'une voix aussi glaciale que le vent qui balayait les rues de Rouen ce matin-là. Non, Julien, c'était ma vie, mon avenir. Chaque euro gagné à la sueur de mon front. Pendant 47 ans, pendant que toi, tu me mentais, pendant que tu te servais de moi. Il a tenté de se relever, a tendu la main vers moi. Je voulais juste t'aider, te faire plaisir avec ce nouvel appartement, te rapprocher de nous. Je l'ai fixé, et j'ai murmuré, pour que tout le monde entende, « Non, tu voulais te débarrasser de moi, et tu pensais que je ne verrais rien. Mais je t'ai vu, tout. » Je me suis tournée vers le directeur. « Monsieur Lesueur, nous pouvons continuer la procédure. » Et pendant que Julien sanglotait, prostré, j'ai signé. J'ai transféré l'intégralité de mes économies vers un nouveau compte, un compte qu'il ne connaissait pas. J'ai mis 47 ans à me réveiller, et il m'a suffi de 10 minutes pour reprendre ma vie. C'était le 24 décembre, vers 18h20, quand le téléphone a sonné. J'étais en train de sortir une quiche du four, les mains encore pleines de farine. Il faisait un froid humide, comme souvent à Rouen en cette saison, et la buée couvrait les vitres de ma petite cuisine. Mon vieux transistor diffusait des chants de Noël un peu faux, et j'avais mis un petit pull rouge avec des rennes que j'aimais bien. Je n'attendais personne. Personne ne venait plus depuis longtemps. J'ai posé le plat, essuyé mes mains et décroché. « Allô ? Maman ?» La voix de Julien. Fatiguée, nerveuse. « Julien, tout va bien ?» Il a hésité. Puis, d'un ton étrangement doucereux. « Écoute, avec Sophie, on voulait t'appeler pour te souhaiter un joyeux Noël en avance. » Il n'avait jamais été doué pour cacher ses intentions. Et quand il faisait cette voix-là, c'était toujours mauvais signe. « Merci, mon grand, c'est gentil. Vous venez demain, finalement ?» Un silence. Puis très vite, trop vite, « Non. Enfin, on a eu un contretemps. Camille est malade, une angine ou un truc comme ça. Tu comprends, hein ?» Bien sûr que je comprenais. Ça faisait 3 ans qu'ils avaient un contretemps, à chaque Noël. J'ai avalé ma salive. Je ne voulais pas pleurer. Pas cette fois. D'accord. Et vous avez quand même pu faire quelque chose de sympa ce soir ? Il a toussé légèrement. Puis il a dit, « En fait, justement, je voulais te demander un petit service. Rien de méchant, hein ? C'est juste que, comme on a parlé de vendre ton appartement pour te rapprocher de nous, tu sais, à Sotteville, ce serait plus simple pour toi, plus près de Camille. Je n'ai pas dit que je voulais déménager. » Oui, mais écoute, on a déjà trouvé un acquéreur. Il est très sérieux. Et avec Sophie, on pensait que, vu ton âge, tu serais mieux dans quelque chose de plus
fonctionnel et sécurisé. J'ai senti quelque chose se déchirer à l'intérieur. « Julien, tu ne peux pas vendre un appartement qui m'appartient. »« Si, enfin, c'est un peu plus compliqué. Tu te souviens, l'année dernière, quand on t'a fait signer les papiers chez le notaire pour soi-disant simplifier la gestion en cas de problème ? Eh bien, tu m'as en fait donné procuration complète. » Mon sang s'est glacé. Je me suis assise. Le monde tournait un peu. Mon fils, mon propre fils. Il avait utilisé ma confiance contre moi. Et tu voulais me dire ça la veille de Noël ? Maman, c'est pour ton bien. Et puis, l'argent de la vente va servir à rembourser notre crédit. On est un peu coincé avec les travaux de la maison. Je suis restée silencieuse, trop silencieuse, même pour lui. Alors il a conclu, avec cette voix faussement tendre, « Bon, allez, joyeux Noël, maman, et pense à Camille, elle t'embrasse fort. » Le clic de la fin d'appel a résonné comme une gifle. Je suis restée là, seule, le plat refroidi sur la table, les lumières du sapin clignotant tristement dans le salon. Même les chants de Noël me semblaient moqueurs. J'avais toujours tout pardonné à Julien. Les petits mensonges, les oublis, l'indifférence. Mais là, il avait franchi une ligne. Et au fond de moi, une chose s'est allumée. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Le vent battait contre les volets de mon petit appartement de la rue du Bec et la pluie dessinait des lignes noires sur les vitres comme si même le ciel voulait pleurer avec moi. J'avais éteint les lumières, mais je n'avais pas bougé du fauteuil du salon. Seule, emmitouflée dans mon vieux châle en laine, les genoux repliés contre moi comme une enfant effrayée. Je repassais la conversation en boucle. Chaque mot, chaque pause, chaque mensonge sucré. J'avais toujours été une mère discrète, une mère utile. Celle qui garde les enfants quand ça les arrange. Celle qui ne pose pas trop de questions. Celle qui prépare des boîtes de plats maison au cas où et glisse un billet de 50 dans les poches des manteaux. Je n'attendais rien en retour, tu sais. Seulement un peu de respect, un peu d'amour peut-être. Mais là, je venais de comprendre que pour mon fils, j'étais devenue une ressource. Un compte bancaire avec un prénom. Je me suis levée pour boire un verre d'eau. Dans la cuisine, l'ampoule faiblarde projetait mon ombre sur les carreaux. Je me suis regardée dans la vitre. Mes rides, mes cernes, mes cheveux gris tirés en un chignon rapide. J'avais 74 ans et je ressemblais à une femme qui avait tout donné et plus rien à recevoir. Je me suis souvenue de cette scène, 1 an plus tôt, un samedi après-midi. Julien m'avait emmenée chez un notaire à Mont-Saint-Aignan. Il m'avait dit que c'était pour simplifier les démarches si un jour il m'arrivait quelque chose. J'avais signé sans lire. J'avais confiance. Bien sûr que j'avais confiance. C'était mon fils. Ce soir-là, j'ai ouvert l'armoire du couloir, celle que je n'ouvrais jamais. Derrière les foulards et les vieilles enveloppes, j'ai retrouvé une boîte en fer blanc. Dedans, tous mes relevés bancaires imprimés au fil des années. Les dépôts, les retraits, les virements. C'était là, noir sur blanc. Des montants que je ne reconnaissais pas, des virements vers un compte inconnu, régulier, précis, toujours à la même date. Mon cœur s'est serré. Ce compte, c'était celui de Julien. Il se servait. Depuis combien de temps ? 2 ans ? 3 ? Je ne savais même plus. Et ce que je ressentais, ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la honte, l'humiliation pure. Parce qu'on ne trahit que ceux qui vous aiment assez pour ne pas se défendre. Il était 2 heures du matin quand j'ai allumé la lampe du salon. Je n'étais plus triste. Quelque chose en moi avait changé. J'étais entrée dans un calme étrange, comme celui qu'on ressent
juste avant une tempête. Les émotions s'étaient tassées et il ne restait que des faits. Et une évidence, je ne pouvais plus faire semblant. Je suis allée chercher la boîte à documents que je gardais au fond du vieux buffet, sous les torchons brodés de ma mère. Dedans, tout ce que j'avais toujours soigneusement classé. Mes fiches de paie d'ancienne aide à domicile, les reçus de mes petits boulots de couture, les chèques que je recevais autrefois pour les gardes d'enfants, mes vieux contrats d'assurance et bien sûr, tous mes relevés bancaires. J'ai sorti une pile d'enveloppes, les ai ouvertes méthodiquement. Je prenais des notes sur un carnet. Chaque prélèvement suspect, chaque virement automatique vers ce fameux compte que je n'avais jamais autorisé. 265 000 €. C'était la somme qu'il avait siphonnée petit à petit, mois après mois. Parfois 700, parfois 1500, toujours déguisé en aide à la gestion. Julien avait utilisé ma confiance comme une autorisation en blanc. Et moi, je n'avais rien vu. Ou peut-être que si, je le savais. Mais je refusais de le croire. Parce que c'est trop douloureux d'imaginer que son propre enfant puisse vous considérer comme un obstacle à contourner. Je me suis levée. J'ai ouvert le tiroir du secrétaire, celui que je n'ouvrais jamais. J'y ai retrouvé une vieille carte de visite. Monsieur Lesueur, directeur, Crédit Maritime, agence de Rouen-Centre. Je l'avais rencontré par hasard, un jour où j'avais voulu déposer des espèces. Il m'avait aidé avec patience, m'avait même proposé de faire un point sur mes finances quand j'aurais le temps. J'ai regardé l'horloge, 2h47. J'ai posé la carte sur la table et j'ai murmuré « Tu veux vendre ma vie, Julien ? Alors demain, je reprends ce qu'il m'en reste. » J'ai pris une douche glacée comme pour me laver de tout ça. J'ai lavé mes cheveux, je les ai laissés détachés, pour une fois. Et j'ai ressorti mon manteau beige, celui que je mettais pour les grandes occasions. Puis j'ai préparé un sac, glissé tous les documents à l'intérieur, bien rangés. Quand je me suis allongée, il était presque 5 heures. Le jour commençait à poindre. Je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond avec une seule pensée. Cette fois, c'est moi qui choisis. Le matin s'est levé sur Rouen dans une brume épaisse, le genre de brouillard qui enveloppe tout et étouffe même les bruits de la ville. Mais dans ma tête, tout était clair. Je me suis préparée sans hâte. Une robe simple, des collants chauds, mon manteau beige, mon foulard bleu marine. Je voulais être digne, pas fragile, pas pitoyable, digne. J'ai pris un café noir, sans sucre. L'arôme chaud s'est mélangé à la nervosité dans mon estomac. Mon sac était prêt. Dedans, toutes les preuves, chaque relevé, chaque extrait, chaque retrait suspect, une chronologie de la trahison. À 9h02, j'ai composé le numéro du Crédit Maritime. Bonjour, agence de Rouen-Centre, j'écoute. Bonjour, ici Lucette Durand. Est-ce que je pourrais parler à monsieur Lesueur ? Il m'avait proposé de revoir mes comptes. C'était il y a quelques mois. La standardiste a hésité. Puis, un instant, madame Durand, je vous le passe. Quelques secondes plus tard, la voix grave du directeur a résonné dans l'écouteur. Madame Durand, quel plaisir d'avoir de vos nouvelles. Que puis-je pour vous ? J'ai dégluti, puis, avec calme, j'aimerais prendre rendez-vous aujourd'hui, si possible. Il s'agit d'une affaire urgente, confidentielle. Il a perçu le sérieux dans ma voix. Il n'a pas posé de questions. Si vous pouvez passer vers 10h15, je vous reçois personnellement. Je serai là. J'ai raccroché et j'ai regardé ma pendule. 9h07. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis sortie. La rue du Bec était encore humide, les pavés glissants. Des vitrines affichaient des guirlandes défraîchies, les restes des fêtes. Je marchais lentement, mais fermement.
mon sac contre moi comme un talisman. Je crois que c'est en traversant la place du Vieux Marché que j'ai senti un frisson. Pas à cause du froid, mais à cause de moi. Je n'étais plus en train de survivre. J'étais en train d'agir. Je suis arrivée devant la banque à 10h10. Les portes automatiques se sont ouvertes dans un souffle tiède. Une jeune hôtesse m'a accueillie avec un sourire professionnel, m'a demandé si j'avais rendez-vous. Oui, avec monsieur Le Sueur. Je l'ai vu pianoter sur son clavier, puis m'indiquer une salle au fond, à droite. Je suis entrée. Le directeur m'a serré la main, m'a invité à m'asseoir, et là, pour la première fois depuis des années, j'ai parlé. Monsieur Le Sueur m'a accueilli avec chaleur, mais aussi avec une certaine prudence. Il devait sentir que quelque chose clochait. Je me suis installée dans le fauteuil en face de lui, droite, les mains posées à plat sur mon sac. Alors, Madame Durand, vous vouliez revoir vos comptes ? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti le dossier, bien épais, que j'avais constitué la nuit précédente. Il l'a regardé, intrigué. Voici tous les relevés bancaires de ces 6 dernières années. Et voici une copie de la procuration que j'ai signée pour mon fils, pensant qu'il m'aidait à gérer mes affaires. Je marquai une pause. Mon cœur battait vite, mais ma voix restait ferme. Sauf qu'en réalité, monsieur Le Sueur, il a organisé un pillage en règle. Il a vidé mes comptes petit à petit, parfois sans même que je m'en rende compte. Et il s'apprête à vendre mon appartement, celui que je me suis tué à payer pendant plus de 30 ans, sans même m'en avertir. Il a pris le dossier, l'a ouvert, ses sourcils se sont froncés en lisant. J'ai continué sans attendre. J'ai travaillé toute ma vie, monsieur. Couture, ménage, aide à domicile, j'ai tout économisé. Je me suis privée pour que mon fils ne manque de rien. Et aujourd'hui, il veut me mettre dans un 2 pièces à Sotteville, sous prétexte que je suis vieille. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je n'ai pas pleuré, pas cette fois. Je suis venue ici pour reprendre le contrôle. Je veux que vous transfériez tout l'argent encore disponible sur un nouveau compte, sécurisé, auquel mon fils n'a aucun accès. Et je veux que ce compte soit strictement confidentiel. Il m'a observé longuement. Puis il a posé son stylo. Madame Durand, je suis profondément désolée de ce que vous traversez, mais je suis aussi impressionnée par votre calme. Nous allons faire ce qu'il faut immédiatement. Pendant l'heure qui a suivi, il a procédé aux formalités. Nouvelle carte bancaire, nouveau mot de passe, virement gelé et surtout annulation de la procuration de Julien. À chaque signature, je sentais une partie de mon corps se libérer. Comme si je retirais un à un les poids qu'on avait accrochés à mon dos pendant des années. Quand tout fut terminé, il m'a tendu la main. « Vous savez, Madame Durand, on devrait écrire un livre sur vous. » J'ai souri. Pour la première fois depuis des mois. Et j'ai dit, pas un livre, mais peut-être une nouvelle vie. Je suis sortie de la banque, le manteau ouvert, les cheveux dans le vent. La pluie s'était arrêtée. Le ciel gris semblait moins lourd. Je me suis arrêtée devant un petit café, rue des Carmes. Je n'y étais pas allée depuis des années. J'ai commandé un chocolat chaud. J'ai regardé les passants. J'ai savouré chaque gorgée. Et c'est à ce moment précis que mon téléphone a sonné. Mon téléphone vibrait sur la table du café. Je savais déjà qui c'était avant même de regarder l'écran. Julien. Je l'ai laissé sonner une première fois, puis 2. J'ai inspiré profondément et j'ai décroché. « Allô ?» Sa voix était à peine reconnaissable, essoufflée, tranchante. « Maman, tu peux m'expliquer ce que tu fais ? Je viens de recevoir une alerte de la banque. Tous les comptes ont été déplacés.
C'est quoi ce cirque ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une gorgée de mon chocolat chaud, calmement. Puis j'ai dit, sans élever la voix, « Ce n'est pas un cirque, Julien. C'est moi qui reprends ce qui m'appartient. » Il a explosé. « Tu rigoles ? Tu te rends compte de ce que tu fais là ? » Sophie et moi, on avait prévu un plan. On devait signer la promesse de vente de l'appartement demain. C'est trop tard pour reculer, maman. On a besoin de cet argent. Non, Julien, c'est toi qui en as besoin. Moi, j'ai juste besoin de ma liberté et de mon toit. Le silence au bout du fil était presque douloureux. Il ne savait pas quoi dire. Alors il a tenté de manipuler, comme d'habitude. Tu sais, c'est pas contre toi, c'est juste, on a des projets. Camille entre bientôt en maternelle privée. Les mensualités, la maison, les travaux. Tu veux qu'elle manque de quelque chose ? Ah, le vieux refrain. La culpabilisation par l'innocence d'un enfant. Tu sais ce que je voulais, Julien ? Je voulais passer Noël avec vous, préparer un gratin, regarder Camille ouvrir ses cadeaux, rire avec elle. Et tu sais ce que j'ai eu à la place ? Un appel pour m'annoncer que j'étais un meuble à déplacer, une vieille valise trop encombrante. Maman, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as fait, et ça, c'est plus parlant que n'importe quelle phrase. Il s'est tu. Puis, dans un murmure, tu vas me laisser tomber, comme ça ? J'ai regardé par la fenêtre du café. Une mère et son enfant passaient main dans la main, emmitouflés dans des manteaux colorés. Ils riaient. J'ai senti une larme perler au coin de mon œil, mais je l'ai laissée couler. Non, Julien, c'est toi qui m'as laissé tomber il y a bien longtemps. Moi, je me relève. C'est tout. J'ai raccroché sans attendre de réponse. J'ai posé le téléphone, vidé ma tasse, puis je me suis levée. Je ne tremblais plus. Je ne regrettais rien. J'avais fait le bon choix. En sortant du café, je n'avais plus de plan, plus d'attente. Et c'était la première fois depuis très longtemps que ça ne m'angoissait pas. La lumière hivernale filtrait à travers les branches nues des platanes. Les pavés humides luisaient sous mes pas, et pour une fois, je ne pressais pas l'allure. J'écoutais, je regardais, j'étais là. En passant devant la boutique de coiffure, les ciseaux de Joséphine, rue de la République, j'ai vu mon reflet dans la vitrine, cheveux ternes, traits tirés, écharpe mal nouée, et pourtant, je me suis surprise à sourire. Je suis entrée. « Vous avez de la place ?» ai-je demandé, presque timidement. La coiffeuse m'a regardée avec surprise. Puis, elle a souri. « Bien sûr, installez-vous. Une envie de changement ?» J'ai hoché la tête. Une envie de renaissance. 2 heures plus tard, j'étais une autre. Pas maquillée, pas apprêtée comme une star. Mais mes cheveux avaient retrouvé du volume, une couleur châtain douce. Et dans le miroir, je me reconnaissais enfin. Je me suis offert ensuite un petit tour dans les boutiques. Rien de grandiose. Une jolie paire de gants en cuir beige, une nouvelle écharpe bleue avec des fils argentés et un carnet. Oui, un carnet. Je ne savais pas encore quoi écrire dedans, mais je savais que j'en aurais besoin. En rentrant chez moi, j'ai ouvert les fenêtres en grand. L'air glacé a envahi les pièces comme un coup de balai dans un grenier oublié. J'ai enlevé tous les bibelots inutiles, rangé les photos trop douloureuses, changé les draps. J'ai même remis un peu de musique, pas les chants de Noël cette fois, du Barbara. Et puis, j'ai dansé. Oui, j'ai dansé, seule au milieu du salon, en pyjama, comme une folle douce. Et j'ai ri. Ce n'était pas la liberté totale, pas encore. Mais c'était le premier jour d'une vie à moi. À 20h15, le téléphone a sonné. Encore. Je n'ai pas voulu répondre, mais j'ai regardé l'écran. Sophie. Elle,
la compagne de Julien, celle qui, sans un mot, avait co-organisé cette trahison, celle qui m'envoyait des messages polis pour les anniversaires, des dessins de Camille avec « Mamie » écrit dessus, alors que dans l'ombre, elle supervisait la vente de mon toit. Je n'ai pas décroché. 1 minute plus tard, un message est arrivé. « Lucette, c'est important. Julien est très mal. Camille ne comprend pas pourquoi son papy et sa mamie ne viennent plus. On peut parler? Passer chez vous demain? » J'ai fixé ce message longtemps, très longtemps. Puis j'ai tapé lentement. Demain, 15 heures. Mais cette fois, vous m'écoutez? Jusqu'au bout. Le lendemain, à 14h58, j'étais prête. J'avais tout rangé. Pas pour eux, mais pour moi. La nappe blanche, les tasses à fleurs, les biscuits sablés que je gardais au cas où. Je ne voulais pas d'une scène de dispute dans le couloir ou debout comme des étrangers. Je voulais une vraie table, un vrai face-à-face. À 15h précises, on a sonné. J'ai ouvert. Julien tenait Camille dans les bras, son regard fuyant. Sophie, elle, était droite, maquillée, le sourire pincé. Elle tenait une boîte de chocolat, comme si ça allait tout effacer. « Bonjour Lucette, merci de nous recevoir. » J'ai fait un signe de tête, sans répondre, et je les ai laissés entrer. Camille accourut vers le canapé en s'écriant « Mamie, t'as mis le sapin ?» J'ai esquissé un sourire. Elle n'y était pour rien, cette petite. On s'est assis tous les trois autour de la table. Camille, dans un coin, coloriait en silence. Julien a pris la parole, la voix déjà tremblante. « Maman, je voulais m'excuser. On a mal géré les choses. Mais ce n'était pas malveillant, juste maladroit. Tu sais comment sont les banques, les agents immobiliers? On s'est laissé embarquer. » Maladroit? Ai-je répété calmement. Julien, tu as falsifié ma signature, tu as vidé mes comptes, tu as prévu de vendre mon toit sans me prévenir et tu m'as appelé la veille de Noël pour m'annoncer que je n'étais plus la bienvenue. Ce n'est pas de la maladresse, c'est de la trahison. Silence. Sophie regardait ses mains. Mais c'était pour te rapprocher de nous? A-t-elle tenté, doucement? Non, c'était pour que vous puissiez mieux gérer vos dettes. C'était une décision égoïste, habillée de prétextes familiaux. Je suis fatiguée de faire semblant. Je suis fatiguée d'être le paillasson qui sourit. Julien s'est levé, visiblement à bout. Tu veux quoi, alors? Que je te supplie à genoux? Tu veux m'humilier? Je l'ai regardé longuement. Non, Julien, je veux que tu regardes en face ce que tu es devenu et que tu te demandes si c'est l'homme que tu veux que ta fille admire un jour. Il a baissé la tête. Je t'ai toujours aimé, maman. J'ai souri, tristement. Tu m'as toujours aimé quand j'étais utile. Quand je gardais Camille, quand je faisais le ménage chez vous, quand je cuisinais. Tu m'as aimé comme on aime une nounou dévouée. Mais maintenant, c'est fini. Je suis ta mère, et tu vas me respecter comme telle. Sophie a levé les yeux. Et tu comptes nous pardonner? Je me suis levée. J'ai contourné la table et je me suis accroupie à côté de Camille. Ma chérie, tu veux aller choisir un biscuit avec mamie? Elle a couru vers la cuisine en riant. Je me suis redressée, lentement, et j'ai dit « Ce que je compte faire, vivre. Et vous, je vous laisse réfléchir à ce que vous valez, sans mon aide. » Les jours qui ont suivi leur visite ont été d'un calme délicieux. Pas un appel, pas un message. Juste le silence, mais un silence qui ne faisait plus mal. Il m'appartenait. Je me suis levée un matin, un peu avant 7 heures. J'ai ouvert les volets et j'ai vu les toits de Rouen baignés d'une lumière rose tendre. Et là, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être heureuse, moi aussi? Je suis allée dans la chambre,
J'ai ouvert ma vieille armoire, celle qui sent encore la lavande séchée. Au fond, dans une housse plastique jaunie, il y avait cette robe rouge. Je l'avais achetée il y a 20 ans, en pensant que je la mettrais. Un jour spécial. Ce jour-là n'était jamais venu. Jusqu'à maintenant. Je l'ai enfilée. Elle m'allait toujours. Un peu plus serrée peut-être, mais elle m'allait. Je me suis maquillée légèrement, un peu de rouge à lèvres et du parfum. Je voulais que le monde me voie. Ce jour-là, j'ai pris le bus jusqu'au centre-ville. J'ai déjeuné seule au bistrot des Arts, près de la cathédrale, une salade de chèvre chaud, un verre de vin blanc. J'ai pris mon temps. J'ai observé les gens. J'ai écouté les conversations. Je n'étais plus un fantôme. Puis je suis entrée dans une petite boutique de la rue Ganterie. Une boutique de beaux carnets, d'aquarelles, de pinceaux. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai acheté tout un kit. Moi, qui n'avais pas touché un pinceau depuis mes 20 ans, en rentrant, j'ai dégagé un coin du salon, près de la fenêtre. J'ai installé une petite table, une nappe blanche, le carnet, une boîte d'aquarelle, et j'ai commencé à peindre. Des fleurs d'abord, puis des visages, des paysages de mémoire. Les couleurs sont revenues dans ma vie, doucement. Par touche. J'ai aussi repris contact avec une ancienne amie, Suzanne, qu'on m'avait fait écarter doucement avec le temps. Elle aussi avait été reléguée dans une vie de silence. On s'est retrouvés dans un café et on a ri comme deux adolescentes. Elle m'a proposé de l'accompagner à un cours de chant pour seniors. J'ai dit oui. Pourquoi pas? La semaine suivante, j'ai aussi changé de coiffeuse. Pas par caprice, juste pour essayer, parce que je pouvais, et surtout, j'ai arrêté de dire « c'est trop tard pour moi », parce que ce n'est jamais trop tard pour se choisir. C'était un jeudi matin, 15 jours après notre dernière conversation. Je revenais du marché avec des poireaux, du chèvre frais et un petit bouquet de mimosas quand j'ai vu leur voiture garée devant chez moi. Julien, debout, mains dans les poches. Sophie, droite comme un piquet, les bras croisés. Et Camille, serrant son petit doudou contre elle, les yeux perdus. Je me suis arrêtée quelques secondes, respiré profondément. Puis j'ai traversé la rue, digne, sac en osier à la main, pas plus rapide qu'à l'habitude. Julien s'est avancé, un peu hésitant. « Maman, tu as 1 minute ? » « J'en ai 10, pas plus. J'ai une quiche à préparer. » J'ai ouvert la porte. Ils m'ont suivi, un peu comme des enfants pris en faute. Camille s'est assise spontanément dans son petit fauteuil, celui que je n'avais jamais osé jeter. Elle savait qu'ici, elle avait encore une place. Je les ai laissés debout. Je suis allée poser les courses en cuisine. J'ai lavé mes mains, lentement. Puis je suis revenue dans le salon et je me suis assise. Je vous écoute. Sophie a parlé la première. Elle semblait nerveuse. Lucette, on voulait revenir. On a beaucoup réfléchi. Julien n'a pas dormi depuis des jours. On s'est rendu compte à quel point on a été injuste, cruel même. Julien a pris le relais. J'ai agi comme un imbécile. Je t'ai trahi. Et je crois que je n'ai pas compris que tu pouvais vivre sans moi, sans nous. Je n'ai pas réagi. Il fallait qu'ils vident leur sac jusqu'au bout. Je pensais, a-t-il repris, que tu serais toujours là, qu'il suffisait d'un appel pour que tu pardonnes, et j'ai profité de toi. Pire, je t'ai utilisé. Sophie a baissé les yeux. C'était lâche de ma part aussi. J'ai laissé faire, par confort. J'ai croisé les mains sur mes genoux, puis j'ai enfin parlé. Vous êtes venu ici pourquoi exactement? Que je vous dise que c'est bon, que tout est oublié, que je vais revenir garder Camille pendant que vous sortez dîner? Julien a blêmi. Non,
On est venu parce que on veut réparer. J'ai levé les sourcils. Réparer? Alors commencez par écouter, jusqu'au bout. Ils ont acquiescé, silencieux. Je me suis levée. J'ai pris sur la table un carnet, mon carnet de peinture, et je l'ai ouvert à une page où j'avais dessiné. Une femme seule sur un banc, sous un arbre nu. Pas triste, juste, libre. Vous voyez ça? C'est moi, après vous, sans vous, et pourtant entière. J'ai pointé du doigt ma poitrine. J'ai mis 74 ans à comprendre que ma vie ne vous appartenait pas, que ma bonté ne vous était pas due, que l'amour, ce n'est pas un dû, c'est un choix. Et maintenant, j'ai choisi de m'aimer. Julien avait les larmes aux yeux, Sophie aussi. Alors, si vous êtes venu ici pour comprendre, je suis heureuse. Mais si vous êtes venu pour me récupérer, c'est trop tard pour ça. Maintenant, vous devrez me mériter. Camille a levé la tête. « Mamie, tu veux plus qu'on vienne ?» Je me suis accroupie devant elle, j'ai caressé ses cheveux. « Vous serez toujours chez vous ici, mon cœur. » Mais mamie, elle ne se laissera plus faire. Julien est resté là, debout au milieu du salon, sans rien dire. Camille s'était remise à dessiner tranquillement dans son petit coin, insouciante. Sophie observait tout, les lèvres pincées, comme si elle savait qu'il ne fallait plus intervenir. Puis, doucement, il a levé les yeux vers moi. « Tu sais, maman, en te voyant aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que je te regarde vraiment. » Je n'ai pas répondu. Je voulais qu'il continue. « Toute ma vie, j'ai cru que tu étais là pour m'assurer un filet, que ton dévouement était normal, un acquis. J'ai pas vu que derrière tes plats, tes lessives, ta douceur, il y avait une femme, une vraie femme. » Il s'est assis, les coudes sur les genoux, la voix plus basse. « Quand papa est parti, j'avais 17 ans. Et toi, tu t'es saigné pour que je manque de rien. J'ai oublié ça. Je me suis crue au centre du monde. Mais c'est toi qui m'y avais mis. Et j'ai pris cette place pour un trône. » Un long silence. Mon cœur battait plus vite, mais je ne voulais pas craquer. Pas tout de suite. Puis il a tourné la tête vers Sophie. Et là, il a fait quelque chose que je n'attendais pas. « On ne touche plus à rien sans l'accord de ma mère. C'est clair? Si on doit vendre quoi que ce soit, elle décide. Pas moi, pas nous. » Sophie a cligné des yeux, surprise, mais elle a hoché la tête. Elle venait de comprendre qu'un cycle s'était brisé. Il s'est ensuite levé, s'est approché de moi, les mains tremblantes, et là, il s'est mis à genoux. Pas comme à la banque, en panique, mais humblement, silencieusement, comme un homme qui comprend enfin. « Maman, je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, mais si tu me laisses, je peux commencer à être ton fils, le vrai, pas celui qui prend, mais celui qui respecte. » J'ai senti mes jambes mollir. Alors je me suis assise à côté de lui et je lui ai pris la main. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Julien, même quand tu me piétinais. Mais maintenant, je m'aime aussi, et c'est non négociable. » Il a souri, les larmes aux yeux. « Je comprends. » Nous sommes restés là un instant. Puis Camille est venue, un dessin dans la main. « Mamie, c'est nous trois. Regarde, j'ai mis une grande robe rouge, comme t'as mis l'autre jour. » Je l'ai serrée contre moi. Oui, nous étions encore une famille, mais une nouvelle. Depuis cette journée, rien n'a jamais vraiment été comme avant. Julien ne m'a plus jamais parlé comme à une enfant. Il a commencé à m'appeler « maman » et non plus « maman » en me claquant une bise distraite. Et plus surprenant encore, il écoutait. Quand je parlais, il posait son téléphone. Il me regardait. Il prenait le temps. Il n'a plus jamais rien exigé de moi. Et c'est là, justement,
qu'il a commencé à me redonner envie de partager à nouveau des choses, parce qu'il n'y avait plus de dettes, plus d'attentes, seulement des choix. Quant à Sophie, elle m'a écrit une lettre, une vraie, manuscrite, 3 pages, où elle ne se justifiait pas, où elle ne cherchait pas à attendrir, juste à dire « Je vous ai blessé et je suis désolée ». Pas parce que j'ai été prise, mais parce que je m'en rends compte aujourd'hui. Je ne lui ai pas répondu tout de suite, mais j'ai relu cette lettre plusieurs fois, et un jour, je l'ai invitée à prendre un thé, sans Camille ni Julien. Nous avons parlé comme 2 femmes. Elle m'a raconté ses peurs, ses frustrations, ses failles. Et moi, j'ai parlé de mes silences, de tout ce que j'avais avalé pendant des décennies, de tout ce que j'avais sacrifié au nom d'un amour mal compris. Nous ne sommes pas devenus amis, mais nous nous sommes reconnus, et c'était déjà énorme. Camille, elle, venait régulièrement passer l'après-midi chez moi. Je l'initiais à l'aquarelle. Elle choisissait les couleurs les plus vives, peignait des soleils bleus, des fleurs géantes, des chats roses. Elle riait, me disait « T'es pas comme les autres mamies ? T'es une artiste rebelle ?» J'ai éclaté de rire. C'était peut-être vrai. Un jour, en discutant avec Suzanne, mon amie de toujours, je lui ai montré mes peintures. Elle m'a regardée avec étonnement. « Mais Lucette, tu as un vrai style. Pourquoi tu n'exposerais pas ?»« Exposer ? Moi ? À mon âge ? Justement, t'as rien à prouver, juste à montrer. » Elle avait raison. Et quelques semaines plus tard, une petite galerie associative à Rouen m'a accueillie. Un vernissage modeste, une dizaine de toiles, du vin chaud, des biscuits. Julien est venu. Il m'a offert un bouquet de renoncules. Camille a mis une robe trop grande. Et Sophie m'a prise en photo devant ma toile préférée, celle du banc et de l'arbre nu. Elle l'a publiée sur ses réseaux avec cette phrase « Ce n'est pas la jeunesse qui fait la force, c'est le courage d'oser se relever. Voici Lucette, notre matriarche. » Et ce soir-là, j'ai compris, nous étions devenus une nouvelle famille, non pas parfaite, mais honnête et respectueuse. Tout s'est accéléré après l'exposition. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'une association culturelle de Honfleur qui organisait des ateliers de peinture intergénérationnels. Une des membres avait vu mes toiles sur les réseaux grâce à la publication de Sophie. Elle m'a dit « On cherche une femme comme vous, quelqu'un qui a vécu, qui a une main sensible. Vous accepteriez d'animer un atelier ?» J'ai cru qu'elle plaisantait. Moi, animer, enseigner, à mon âge ? Et pourtant, j'ai accepté. Et j'ai adoré. Des enfants, des ados, des retraités. Tous venaient avec leur silence, leur couleur, leur petite colère rentrée. Et moi, je leur disais, on n'est pas là pour faire joli. On est là pour mettre ce qu'on a dans le ventre sur le papier. Je prenais le train pour Honfleur tous les lundis. Et sur le chemin du retour, je regardais la mer par la vitre, le cœur léger. J'avais trouvé ma place. J'ai aussi commencé à voyager un peu, d'abord toute seule, dans des petits coins de France que je n'avais jamais osé explorer. J'ai visité Bayonne, j'ai mangé des truites grillées à Annecy, j'ai dormi dans une maison d'hôtes près d'Angers, tenue par une ancienne postière reconvertie en céramiste. On a parlé pendant des heures, elle et moi, et surtout, je me suis regardée vivre sans me juger. J'ai appris à poser un regard doux sur mes rides, sur mes silences, sur mes colères passées. J'ai cessé de m'excuser d'être là, d'être moi. Julien, de son côté, m'envoyait parfois des messages simples. Camille a eu 1820 à son dessin. Elle dit que c'est grâce à Mamie Rebelle. Sophie m'envoyait des photos de leur week-end. Plus de sous-entendus, plus de manipulation, juste des partages. Et puis,
Un jour de mai, en rentrant d'un séjour à Collioure, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte. C'était Julien. Il écrivait « Maman, tu m'as appris qu'on pouvait changer à tout âge et que l'amour ne suffit pas s'il n'y a pas de respect. Je voulais te dire que je te vois, enfin, et que j'espère qu'un jour, je saurai mériter l'homme que Camille verra en moi. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement rangé dans mon carnet, à côté de mes croquis, parce que je n'avais plus besoin de reconnaissance. Je n'étais plus en attente. J'étais en mouvement. C'était un matin de septembre. L'air était encore tiède et les feuilles commençaient à peine à roussir dans les jardins publics. Je venais de rentrer de quelques jours passés à Dieppe, où j'avais pris plaisir à peindre les falaises au petit matin. En ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe crème bordée d'un léger ruban bleu. À l'intérieur, une invitation. Julien Sophie vous invite à célébrer leur mariage civil le samedi 14 octobre à 11h à la mairie de Rouen. Cérémonie intime suivie d'un déjeuner familial. Et si vous acceptiez d'y être, ce serait pour nous le plus beau des cadeaux. Je suis restée longtemps debout, cette carte à la main, le cœur serré, mais sans douleur. Il se mariait enfin, après toutes ces années. Et cette fois, il m'invitait vraiment, pas par obligation, pas pour faire bonne figure, parce qu'il le voulait. Le jour venu, j'ai choisi ma tenue avec soin. Pas une robe de mère de mariée. Une robe fluide, vert sapin, élégante mais simple. J'ai noué mes cheveux, mis un peu de rouge à lèvres. Je me suis sentie bien, pas jeune, vivante. La cérémonie était discrète. Une quinzaine de personnes. Quelques amis proches. Camille portait une petite robe blanche et courait partout avec un panier de pétales. Quand le maire a demandé si quelqu'un voulait dire quelques mots, Julien s'est levé. Et devant tout le monde, il s'est tourné vers moi. Avant de dire oui à Sophie aujourd'hui, je voulais d'abord dire merci à celle qui m'a appris ce que veut vraiment dire le mot « engagement ». Les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti mes mains trembler un peu. Julien a continué. « Ma mère m'a aimée, même quand je ne la méritais pas. Elle m'a laissé tomber pour que je comprenne que l'amour ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de respect. Elle m'a appris à être un homme. Et si aujourd'hui je suis debout, c'est parce qu'elle, un jour, s'est relevée. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Mais quand Camille est venue me glisser un petit mot dans la main, j'ai senti mon cœur fondre. C'était écrit, avec ses fautes d'orthographe adorables, « Mamie, t'es pas vieille, t'es magique ». Le déjeuner qui a suivi était simple, dans un petit restaurant près des quais. On a ri, on a parlé de peinture, de voyage, de projets. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Il savait désormais que je me suffisais à moi-même. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai regardé mon reflet dans la vitre du tramway. Mon visage était marqué, oui, mais il brillait. Il y avait en moi cette paix que l'on trouve quand on cesse enfin de se trahir. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, je voudrais vous dire quelque chose, à vous qui m'écoutez. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller, jamais trop vieux pour dire non, jamais trop usé pour reprendre sa place. On peut se relever à 30, à 50, à 74 ans. On peut redevenir soi, même après avoir été invisible, et parfois, la vie commence au moment où on croyait qu'elle s'achevait. Moi, je m'appelle Lucette Durand. J'ai été une mère, une femme oubliée, une épaule, un compte bancaire, mais aujourd'hui, je suis une femme libre. Merci de m'avoir écoutée. Si mon histoire vous a touché, prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vous méritez mieux. Toujours.